Parfait. Donc, le webinaire est enregistré, sera disponible chapitrage. Donc, bonjour à tous. Donc, je me permets de faire une petite introduction. Donc, moi, voilà, donc, pour celles et ceux d'entre vous qui ne me connaissent pas, donc, je suis donc, Sacha Castagny, le responsable numérique, transition numérique de Franchimie au niveau national. Et donc, j'interviens aujourd'hui donc, aux côtés de Ludovic et de Stéphanie de Franchimie Normandie pour la webinaire sur les fonctions RH, et donc pourquoi et comment digitaliser. Donc, ça s'inscrit dans le cadre global du lancement d'une plateforme qui va s'appeler, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler, qui s'appellera le Numérique et vous, et qui permettra de valoriser en fait des contenus de promotion, de projets de transformation numérique, que ça soit par le biais de cas d'usage, donc qui sont des vidéos en fait de courte durée de moins de 2 minutes, qui vous permettent sur des problèmes précis, dont les fonctions RH par exemple, de trouver une solution concrète pour l'onboarding de vos participants, de vos nouveaux collaborateurs. Bonjour. Ou pour voilà, des sujets de dématérialisation, ou sur des sujets plus industrie pure, sur de la supply chain, sur des chaînes de production, sur des capteurs de maintenance préventive, prédictive, ou sur de l'intelligence artificielle adaptée aux usines de chimie. Donc cette plateforme, elle sortira d'ici 1 mois. On fera une communication là-dessus. On fera pas mal d'événements de promotion de ces contenus. Mais voilà, ça s'inscrit sur ce cycle de webinaires de Franchimie au niveau régional, des étapes, on appelle ça un tour de France, qui permettent de faire découvrir des aspects de la digitalisation dans la chimie sur des enjeux de métiers différents à chaque fois. Et donc aujourd'hui, voilà, Ludovic me fait l'honneur de co-présenter avec lui et avec Stéphanie ce webinaire sur la partie RH. Donc Ludovic, je te laisse dévoiler le programme et les différents intervenants de ce webinaire. Donc, bonjour à tous, donc Ludovic Lepelletier, Franchimie Normandie, responsable du développement des projets et des services aux adhérents. Donc on s'est associé à Sacha et à Franchimie dans le cadre de ce webinaire sur la digitalisation parce que nous menons depuis quelques années maintenant toute une sensibilisation et un accompagnement des entreprises de la chimie dans leur digitalisation à tout niveau, hein, comme Sacha l'a dit, à la fois sur le cœur de métier mais aussi sur les fonctions support. Et on avait quelques retours d'expérience et à la fois des offreurs de solutions aussi qu'on a rencontrés sur les sujets RH qui nous semblaient intéressants de partager. D'où ce webinaire ce midi d'une heure environ. Donc, je suis accompagné de Stéphanie qui va aussi se présenter juste après. Voilà, l'idée, c'est de démocratiser des solutions digitales qui existent pour vous faciliter la tâche dans tous les processus RH. Donc là, on va zoomer sur certains. Donc Karine Ganès de l'entreprise de services numériques Axel va nous présenter leur solution de onboarding, hein, c'est-à-dire comment automatiser l'intégration des nouveaux collaborateurs. On aura ensuite le témoignage de Jean-Paul Bardou, qui est RRH dans le groupe SICA, qui viendra nous expliquer comment ils ont digitalisé depuis plusieurs mois la fonction RH et notamment comment ils ont mis en place la dématérialisation des process et des outils RH à destination également des salariés. Et puis, on terminera la matinée par une intervention de Delphine Martos, donc de l'entreprise de Lubrizol, DRH de l'entreprise Lubrizol, qui viendra aussi nous parler de digitalisation et de formation. Voilà. Donc, je vais peut-être laisser la parole à Stéphanie pour qu'elle puisse se présenter. Puis ensuite, on commencera les présentations par la présentation de Karim et de sa solution de onboarding. Stéphanie, ton micro. Oui,
tu as raison, c'est mieux avec le son. Donc, je suis Stéphanie Jean-Uzé, je travaille avec Ludovic Lepelletier, donc au niveau de Franchimie Normandie. Je suis en charge de tout ce qui est partie juridique RH sociale pour les adhérents de Franchimie Normandie. Moi, je vous parlerai très rapidement, quand Karine aura présenté un petit peu notre retour d'expérience sur la marque employeur et le partenariat que nous avons lancé avec l'APEC sur comment améliorer justement la marque employeur de nos adhérents à travers d'ateliers que nous organisons. Voilà. Mais je laisse la parole à Karine pour présenter Axel. Bonjour à tous, vous m'entendez? Ouais. Oui. C'est un petit peu plus fort, Karim. Ouais, je vais parler un peu plus fort. Ravi de faire votre connaissance. Merci Ludovic pour l'invitation. J'ai combien de temps, Ludovic, s'il vous plaît? Un quart d'heure, à peu près à peu près un quart d'heure. Voilà, puis on laissera 5 minutes pour des échanges et la réponse aussi aux questions que vous pouvez poser sur le chat au fur et à mesure. Et puis, à l'issue de l'intervention de Karim, on pourra répondre aux questions que vous aurez posées. Voilà. Super. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui. 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 Donc, je me présente, Karim Ganès, je suis directeur des opérations chez Axel et cofondateur aussi. Axel, c'est une start-up dans le domaine des ressources humaines qui existe depuis 2018. On est basé à Station F, donc le grand incubateur de Xavier Niel dans le 13e arrondissement. On fait partie du top 40 des startups du campus. Et on s'est concentré sur 2 cas d'usage. Le premier étant l'intégration des nouvelles recrues, avec la solution Axel Onboarding qui vise à réussir l'intégration des nouveaux collaborateurs tout en facilitant la vie des RH et des managers. Et on a un deuxième cas d'usage et une deuxième solution qui est Axel Manager, qui vise à aider les managers à gérer leurs équipes en télétravail en centralisant tous les actes managériaux clés, les one-on-one, revue de la performance, weekly meeting, des listes ad hoc, etc. Aujourd'hui, on va se concentrer sur la thématique de l'onboarding. Alors en 2018, pourquoi on s'est lancé sur ce chantier-là? C'était en partant d'un constat simple, c'est qu'on n'a qu'une seule chance pour donner une bonne première impression. La qualité de l'accueil d'une nouvelle recrue a un impact significatif sur combien de temps il va rester, sur sa montée en compétences, sur sa motivation et son engagement à long terme. Donc si je m'attarde un peu sur la rétention, il y a une littérature abondante sur la corrélation entre la qualité de l'accueil et les départs prématurés. En France, il y a un cadre sur 3 qui a déjà quitté son entreprise pendant la période d'essai à cause d'un mauvais accueil durant sa carrière. C'est énorme. Ce qui est quand même dommage quand on pense au budget et aux efforts consentis pour attirer les talents, surtout dans le contexte actuel de guerre des talents. Ça a un impact sur la montée en compétences. Un onboarding structuré, ça réduit d'un tiers la courbe d'apprentissage. Et donc, c'est pour ça qu'on a créé Axel. Axel, c'est un assistant virtuel qui va jouer le rôle de chef d'orchestre, qui va s'assurer que tout est fait correctement, au bon moment, par les RH, par les managers et par toutes les personnes qui gravitent autour de la préparation de l'arrivée et du processus d'onboarding. Ça repose sur un process qu'on a modélisé au fur et à mesure de nos collaborations avec des startups, mais avec aussi nos clients grands groupes. Et ça s'articule autour de 3 axes, toutes ces bonnes pratiques. La première, c'est l'intégration sociale. La deuxième, c'est la compréhension du rôle dans l'organisation. Et la troisième, c'est la montée en compétences. Donc, au-delà d'une solution, Axel, c'est aussi un corpus de bonnes pratiques. Axel ne remplace personne. Il ne fait rien à la place des gens, il fait avec eux. C'est-à-dire, il va rédiger des mails pour le manager, il va planifier des rendez-vous automatiquement en tenant compte des disponibilités. Donc, c'est ce qu'on appelle du process enforcement. Il s'assure que les bonnes pratiques sont appliquées pour réussir l'intégration des nouveaux. Il y a une erreur qu'on n'a pas voulu commettre. Moi, avant Axel, j'étais consultant dans un grand cabinet de conseil. Et je me rappelle, il y avait un gros irritant, c'était la multiplicité des outils. On avait une multitude d'outils, des plateformes, une dizaine de plateformes.
J'oublie à chaque fois mes mots de passe, surtout qu'il devait se renouveler fréquemment. Souvent, j'y allais jamais, sauf quand les RH me grondaient, alors qu'elles ont bien mieux à faire. Et donc, c'est pour ça qu'on se branche directement sur les outils de messagerie existants. Donc, on est agnostique à la plateforme, ça peut être Slack, généralement les startups utilisent Slack, les grands groupes, principalement Teams, Hangout aussi un peu. Et donc, Accel, c'est une application invisible, vous n'avez pas besoin d'installer un énième outil, vous loguer dessus, l'apprivoiser, c'est aussi simple que discuter avec un collègue. Je pourrais vous montrer concrètement comment ça se matérialise avec des illustrations, puis n'hésitez pas si vous avez des questions à la fin. Avant de passer aux illustrations, aujourd'hui Accel, c'est utilisé par une entité de Renault Digital, par le groupe Air Liquide, Engie, Veolia, et aussi quelques PME et ETI comme Exterion Média, Alphonse. Hélas, aujourd'hui, Laura, qui devait intervenir avec moi de Renault Digital, n'est pas disponible, mais on pourra éventuellement vous envoyer le document avec son témoignage. On travaille aussi avec Jeffco, je ne sais plus si c'est dans la slide, ouais, Jeffco qui fait partie de nos premiers clients. Ludovic, vous voulez que je passe aux illustrations ou vous voulez prendre quelques questions d'abord? Non, peut-être continuer sur l'explication du process et de la solution. On prendra les questions un petit peu plus tard. Ok. Écoutez, une démonstration, c'est un peu long, ça prend en moyenne 20 minutes parce que l'onboarding, ça va du jour de la signature du contrat, ça commence pas le jour J, ça commence bien avant et ça va jusqu'à la fin de la période d'essai, voire au-delà. Ça fait intervenir plusieurs acteurs. C'est pour ça que c'est une démonstration un peu longue, mais juste pour rester sur les points les plus structurants et vous donner une idée d'ensemble, je vais vous montrer des illustrations sur la partie manager. Par exemple, le manager est sur son Teams. Et voilà ce qu'il reçoit de la part d'Axel. Salut, je m'appelle Axel. Je te propose mon aide pour préparer l'arrivée d'Arnaud. Cette préparation s'articule en 7 étapes. Donc voilà ce qu'on va faire ensemble. Les commandes de matériel, les demandes d'accès, donc toute la partie logistique. Pour éviter la désillusion du premier jour, je pense qu'on m'attend comme le Messie et mon ordinateur n'est pas prêt, mon matériel n'est pas prêt. Voilà, je me dis, voilà, tout ça pour ça. Les objectifs d'intégration. Souvent, quand une période d'essai se passe mal, le nouveau, il dit moi, je ne comprends pas, j'ai tout bien fait comme on m'a dit. Et le vrai souci, c'était un manque d'alignement. Il ne savait pas ce qu'on attendait de lui. Donc, Axel va s'assurer que le manager, à nouveau, se mette d'accord en bloquant un rendez-vous dans les agendas. L'affectation du buddy. Donc, le buddy, c'est le point de contact en interne à qui je peux poser toutes mes questions, entre guillemets, bêtes, mes questions informelles. Ça ne doit pas être un supérieur hiérarchique. Chacun l'appelle comme il veut. Hein. On a des clients qui l'appellent poisson pilote, d'autres tandem, certains l'appellent mentor, même si on déconseille un peu le terme mentor parce qu'il y a une connotation un peu hiérarchique. Les interlocuteurs clés, donc là ça va être le tour des popotes. Axel va demander au manager qui le nouveau doit rencontrer et bloquer les rendez-vous automatiquement pour lui et contacter toutes ces personnes. Les ressources documentaires à partager, le mail de bienvenue, ou le mail de pré-onboarding que Axel va rédiger automatiquement pour le manager. C'est très important de garder le lien avec le nouveau avant son arrivée. Plus on est transparent sur le déroulé de la première journée, et moins c'est anxiogène, et puis ça permet de garder l'engagement, éviter les no-shows. Il y a beaucoup de pratiques pour garder l'engagement avant l'arrivée, hein. Et ça en fait partie. Et prévenir l'équipe, annoncer à l'équipe qu'il y a un nouveau qui arrive. Donc le manager, dès qu'il est prêt, il n'a qu'à cliquer sur démarrer, il se laisse guider étape par étape. Ce que vous voyez, ce n'est qu'une illustration dans le sens où il n'y a pas deux clients qui ont le même process, pour des raisons simples, hein, les pratiques ne sont pas les mêmes, et aussi au niveau de la personnalité du bot, tutoiement versus vouvoiement, ton formel, informel, ça doit être en cohérence avec la culture de l'entreprise. Donc tout est customisable, pour résumer, tout est customisable. Illustration sur le buddy, donc là Axel demande au manager de désigner le buddy, il lui explique en quoi consiste le rôle du buddy et lui demande de l'identifier.
Donc, si par exemple, je dis que c'est Antoine, Axel me répond « Merci, j'ai préparé un email pour le prévenir. Clique sur le bouton ci-dessous pour prévenir le buddy. » Donc, en cliquant sur le bouton, il y a ce mail qui se génère dans la boîte du manager, dans ma boîte, à destination du buddy, qui le remet dans le contexte. Voilà, c'est pour l'arrivée d'Arnaud, qui lui explique qu'il a été désigné comme buddy, lui demande de me le confirmer, de me confirmer qu'il est volontaire, et j'ai qu'à cliquer sur envoyer. Axel peut envoyer ce mail automatiquement, sans passer par le manager, mais c'est conseillé de procéder comme ça le manager peut modifier, il peut retoucher le mail, et le taux d'ouverture est plus élevé quand c'est envoyé par un humain qu'on connaît que par un robot. Je vais accélérer un peu. Là, c'est les rencontres avec les interlocuteurs clés. Donc, c'est le même principe. Axel me demande de saisir l'email de la personne que le nouveau doit rencontrer. Et derrière, il va scanner les agendas et bloquer des rendez-vous et avertir tout le monde. Pour la nouvelle recrue, le jour J, pareil. Axel se présente, il propose son aide, il explique ce qu'on va faire ensemble, donc les ressources documentaires, il va présenter le buddy, il va présenter la culture et les valeurs de l'entreprise. Donc ici, par exemple, Axel pose des questions au nouveau, lui demandant qu'est-ce que tu as fait avant, qu'est-ce qui t'a motivé pour nous rejoindre, quel est ton livre ou ton film préféré. Il va utiliser les réponses pour proposer un modèle de présentation au manager qu'il pourra utiliser pour présenter de nouveau à l'équipe, soit par mail, soit sur Teams, Slack. Ici, Axel notifie la nouvelle recrue d'un rendez-vous. C'est déjà sur son agenda, mais elle le lui rappelle. Un rendez-vous pour se mettre d'accord sur les objectifs d'intégration. Donc, c'est ce que j'évoquais tout à l'heure. C'est l'importance d'être aligné sur les attentes du premier mois. Et puis derrière, Axel va faire un suivi avec un rendez-vous à la fin de chaque mois pour identifier les points bloquants et redresser la barre tant qu'il est encore temps. L'onboarding, ça ne s'arrête pas la première semaine. Donc ça s'étale sur plusieurs mois et Axel va aller prendre la température régulièrement pour demander au nouveau comment il se sent, demander s'il rencontre des difficultés. Et derrière, il va faire un reporting au manager. Donc là, par exemple, bonjour, Arnaud a répondu à mes questions et il lui restitue les réponses de la nouvelle recrue. Ça, typiquement, ça peut être en amont d'un one-on-one, d'un rendez-vous individuel, à la fin du mois, par exemple, pour exploiter au mieux le temps d'échange pendant le rendez-vous. Et que ce soit vraiment un moment de qualité et mettre le manager dans une posture d'écoute. Les RH disposent d'un tableau de bord avec un ensemble d'indicateurs de performance, donc l'humeur moyenne de l'équipe, le Net Promoter Score, les alertes, même si toutes les alertes sont accompagnées par des relances, les éléments de flux, où en sont les managers dans la préparation, puis si on clique sur le détail de chaque étape, et pareil pour les nouvelles recrues, où elles en sont dans leur parcours, comment elles se sentent, et le détail de ces étapes. Pour respecter notre promesse de ne pas ajouter un énième outil, ce dashboard est accessible depuis Teams, depuis votre chat, en envoyant le mot-clé dashboard. Et puis, on a une nouvelle fonctionnalité qui va être bientôt déployée, c'est la plateforme de pré-onboarding qui permet à nouvelle recrue d'accéder à du contenu avant même son arrivée. Du contenu sur l'entreprise, ça veut être des vidéos, le livret d'accueil. Ça, c'était une demande récurrente des clients. Et aussi de déposer des documents comme les informations bancaires, les diplômes, et ainsi de suite. Voilà, donc je suis à votre disposition si vous avez des questions. Et désolé si j'ai dépassé le timing. Non, non, niveau timing, on est très bien, c'est parfait. Merci Karim. Est-ce qu'il y a des questions? Alors, je ne vois pas de questions sur le chat, mais voilà, n'hésitez pas à prendre la parole si vous avez quelques questions sur la mise en place, sur peut-être des retours aussi, Karim.
après quelques semaines, quelques mois de mise en œuvre, quels sont les retours de vos clients? Je crois que vous en avez interrogé certains il y a peu de temps. Qu'est-ce qu'ils disent, qu'est-ce qu'ils en disent de cette solution et de cette automatisation du process d'intégration des nouveaux collaborateurs? Alors, je vois des questions sur le Oui, coup. qui arrivent, oui. Alors, Ludovic, les retours, hélas, on ne peut pas les avoir au bout de quelques semaines parce que voilà, une intégration, ça prend plusieurs mois. Donc, c'est des feedbacks qu'on collecte plutôt au bout de 6 mois. On fait des bilans intermédiaires, puis des bilans à la fin de la première année. Ce qu'on observe, c'est une amélioration au niveau de la satisfaction des collaborateurs. On recommande à nos clients d'envoyer ce qu'on appelle des rapports d'étonnement à la fin de la période d'essai pour évaluer la qualité de leur accueil et est-ce qu'ils ont disposé de tout ce dont ils avaient besoin pendant la période d'essai. On observe aussi un gain de temps côté RH. Côté manager, ça dépend de la culture d'entreprise. On a des entreprises qui responsabilisent les managers, où les managers ont bien conscience de leur rôle. Et là, les retours sont très positifs, le taux d'usage est très élevé. Et il y a une autre catégorie d'entreprises où, on va dire, les RH soulagent un peu trop les managers sur les tâches de préparation. Les managers ne sont pas responsabilisés, ils sont un peu récalcitrants quand on a ce genre d'outils. Donc là, il faut mettre un peu plus l'accent sur la conduite du changement et faire le déploiement de manière flexible et intelligente. Par exemple, en allouant certaines tâches au RH et au fur et à mesure, les assigner aux managers au fur et à mesure de la sensibilisation, de la conduite du changement. Il y a aussi quelques petites astuces avec le bouton skip, donner la possibilité de passer une étape. Donc, il y a un accompagnement, en fait, Karim, il y a un accompagnement des DRH, des managers pour l'utilisation de cet outil. Oui, absolument, absolument. Nous, on a une casquette de consultant et ce qu'on veut absolument éviter, c'est de déployer et disparaître. Donc, il y a tout un accompagnement, un kit de communication, une sensibilisation des managers, des formations de formateurs. Et ton outil, en fait, ça s'intègre vraiment dans la logique de marque employeur, c'est-à-dire il faut que l'entreprise ait cette volonté d'être mieux vue sur la toile, de travailler différemment pour ses recrutements, pour faciliter la fidélisation de ces nouvelles recrues. Donc c'est un outil, mais qui rentre dans une politique globale de la marque employeur qui doit être engagée par l'entreprise. Oui, absolument, absolument. Donc, ça s'inscrit dans une logique d'amélioration de la marque employeur. Après, c'est la même chose que pour l'outil, hein. Les enjeux sont jamais les mêmes d'un client à l'autre. Nous, avant de démarrer un projet, on demande toujours quel est le top 3 de vos enjeux. Et les réponses sont jamais les mêmes. On a une dizaine d'enjeux. C'est vrai que la marque employeur, la fidélisation revient souvent, mais on a aussi des entreprises qui ont de très bons indicateurs en termes de marque employeur, de fidélisation sur les plateformes spécialisées, mais qui ont un enjeu d'automatisation. Ils disent notre process, il n'est pas scalable, on est en pleine croissance, les personnes chargées de l'onboarding ne peuvent plus gérer, ça devient inhumain. Ils ont besoin d'automatiser des tâches qui peuvent l'être. Alors, on a une question, est-il possible de gérer les habilitations par entité légale, site, pour le cas d'un groupe multisite, multi-entité? Oui, absolument, absolument. Une des particularités ou des forces d'Axel, c'est ce qu'on appelle les parcours conditionnels. Quand on déploie chez un client, il y a immanquablement des différences entre ce qui va se passer dans une entité au Portugal, au UK, en France. Donc, le process ne seront pas le même. Parfois, Axel ne va pas parler la même langue. Et même d'une entité à l'autre, il peut y avoir des déclinaisons. Donc, c'est intégrable pour un groupe international. C'est une autre des questions qu'on nous a posées. Oui, aujourd'hui, on est chez Air Liquide dans plusieurs pays différents. Chez Jeffco, on est dans 8 pays avec 5 langues différentes. Bientôt dans 22 pays, je l'espère. Enfin, l'ensemble du groupe.
Ouais, la vocation d'Axel, c'est de s'adapter aux spécificités des pays, des entités, d'un grand groupe. Le type de contrat aussi. Je parlais de parcours conditionnel. Le process pour un CDI, un stagiaire, un alternant ou la mobilité interne n'est pas la même. C'était justement une des questions. Est-ce que l'application est adaptable à l'accueil de salariés qui sont en contrat court, notamment CDD et intérim? Donc, tu viens de répondre. Et puis, une question que j'avais aussi à te poser, mais c'est M. Scherer qui la pose, c'est quid de l'adaptation aux différentes générations X, Y, voilà, est-ce que tu vois dans la prise en main, alors peut-être à la fois du côté des équipes RH, mais aussi des nouveaux collaborateurs, peut-être une différence d'appropriation en fonction de l'âge, en fonction des générations? Alors, très franchement, je n'ai pas de chiffres sur ça, mais d'un point de vue très quali, sur ce que j'ai ressenti pendant les sessions d'initiation ou les ateliers, c'est clair qu'il y a plus de facilité d'adoption pour les digital natives, mais on a aussi des personnes plus expérimentées qui sont très friands de ce genre de solution. Et vous Voilà. proposez des ateliers d'accompagnement justement pour les générations qui ont plus de difficultés à l'outil, Alors non, la connectique? non, on n'a pas encore envisagé d'atelier dans ce sens-là, mais non, on fait des ateliers de sensibilisation. C'est clair qu'il y a un aspect générationnel, euh, mais voilà, dès qu'on explique la facilité d'usage et surtout que l'objection qui revient souvent, c'est mais c'est déshumanisant. C'est plutôt ça qui revient plus que la difficulté, parce qu'il n'y a rien de plus simple qu'une conversation. Quelle que soit la génération, les gens utilisent Teams, utilisent les outils. Sur le côté déshumanisant, la réponse elle est simple, hein, c'est que, comme je disais, Axel remplace personne. Au contraire, il favorise les échanges humains, il relance les gens pour qu'ils échangent. Donc, ce qui est déshumanisant, c'est qu'une personne déjeune toute seule le premier jour au boulot. Euh, mais même si c'est pas un humain qui va relancer le manager, le harceler pour qu'il s'en souvienne, ou qui désigne un buddy, même si c'est pas un humain qui le fait, je pense que c'est avantageux pour tout le monde. Peut-être une dernière question avant de passer à la suite. Évidemment, la fatidique question du coût de mise en place de l'outil. Oui, alors en fait, il y a deux coûts. Il y a le coût de mise en place et de paramétrage. Donc ça, c'est des jours hommes. Et ça dépend entièrement de la quantité de customisation nécessaire, hein. Donc c'est sous forme d'atelier, d'idéation. C'est la conduite du changement aussi. Donc ça, c'est une partie, on va dire, one shot. Et on a une partie licence qui est indexée sur les volumes d'intégration. Donc c'est un coût décroissant par palier, ça dépend entièrement des volumes. Donc je ne peux pas vous donner un chiffre exact. Si la personne a un nombre d'onboarding annuel à me communiquer, je pourrais lui donner un ordre de grandeur en message privé. Ok, écoutez, on a fait le tour des différentes questions. On va maintenant passer à la suite. Merci beaucoup, merci Karim pour cette Je vous en prie, c'était un plaisir. Et puis vous avez mon contact, présentation. n'hésitez pas si besoin. Tout à fait, les personnes qui pourront. Avec Sacha, de toute façon, on va communiquer, je crois, tes coordonnées et puis voilà, comme ça, voilà, libre à chacun de reprendre contact par la suite. N'hésitez pas, à votre disposition. Merci. Merci. Merci à toi. On va passer la parole du coup à Jean-Paul Bardou du groupe SICA. Je crois que voilà, Jean-Paul nous a rejoint. Donc, je vais te laisser te présenter, Jean-Paul, et puis ensuite évoquer la digitalisation de vos process, de vos outils RH, à la fois, je crois, au sein des équipes, mais aussi ce que vous avez mis à disposition des salariés, finalement. Voilà, donc je te laisse peut-être 5-10 minutes pour évoquer la situation de SICA. Bonjour effectivement à toutes et à tous. Donc Jean-Paul Bardou, je suis le DRH adjoint de SICA France
également le responsable RH donc, de la direction des opérations et du développement, en fait, qui regroupe les usines de Sika en France ainsi que le centre R&D donc à Gournay-en-Bray. Et en même temps, je suis responsable santé et sécurité pour le siège et les agences. Donc Sika, effectivement, leader mondial de l'étanchéité. On est dans la chimie, effectivement, du bâtiment. Sika, effectivement, le siège social est au Bourget et, entre guillemets, l'usine principale, le vaisseau mère donc, de la direction des opérations du développement, donc, est à Gournay-en-Bray, où il y a à peu près 220 collaborateurs sur site. Ce que l'on a déployé en fait en termes de dématérialisation, effectivement, ou je vais dire d'outils, effectivement, en termes de digitalisation, on a donc un outil qui s'appelle donc ADP. En fait, on bosse avec ADP GSI, donc c'est notre outil effectivement Zadig, où en fait on réalise donc l'ensemble effectivement de la paye via ce moteur de paye, mais qui nous sert également et aussi pour toute la validation effectivement donc des congés, puisque les collaborateurs en fait font leur demande de congé effectivement sur Zadig, c'est validé effectivement donc par mail. Tous les entretiens professionnels également sont réalisés effectivement donc via Zadig. On a un module également donc, qui effectivement donc, via Decidium pour toute la gestion du plan de formation, puisqu'en fait couplé effectivement à cet ERP donc de paye, cela nous permet bien d'avoir l'ensemble des coûts, notamment salariaux, qui s'incrémentent automatiquement effectivement dans le plan de formation. Donc c'est effectivement donc pratique aussi. Donc voilà pour la partie effectivement ADP GSI. Également, donc, ce que l'on a aussi déployé au niveau des collaborateurs, donc, c'est la digitalisation donc, des bulletins de salaire, puisqu'en fait, on a ouvert un coffre-fort numérique à l'ensemble des collaborateurs effectivement, donc, de Sika France via Digipost. Donc, en fait, on le propose effectivement, donc, en fait, on l'ouvre à tout le monde, sauf ceux qui ne veulent pas et qui veulent encore avoir effectivement donc, des fiches de paye papier. Donc aujourd'hui, il y a, je vais dire, plus de presque 90% effectivement des salariés qui ont un coffre effectivement Digipost. Et en l'occurrence, via le moteur de paye, donc via des PGSI, en fait, la fiche de paye vient se déposer automatiquement dans ce coffre Digipost, qui, j'allais dire, est en propriété exclusive en fait du salarié. C'est-à-dire une fois qu'il est ouvert, en fait, il appartient au collaborateur, dans lequel on peut déverser, je crois, jusqu'à effectivement donc 5 gigas effectivement donc de données donc dedans, et notamment les gens y mettent tous leurs contrats, leurs avenants, leur contrat de maison, leur contrat d'assurance, etc., etc. Et donc c'est effectivement très pratique. Et donc les fiches de paie viennent s'incrémenter donc automatiquement donc dans ce coffre-fort numérique. Ce que l'on a également donc déployé aussi pour nous, donc là c'est plus au niveau effectivement RH. C'est le groupe qui nous a mis à disposition. Donc, je répondrai après à la question sur qui paye les frais effectivement d'hébergement. En l'occurrence, j'y réponds tout de suite. Ça coûte à peu près 500 € effectivement par salarié et ça a été intégralement pris en charge effectivement par Sika. Même si le salarié quitte la société à un moment donné, ce qui effectivement arrive de temps en temps, notamment via des départs en retraite, et bien donc le coffre-fort lui reste acquis effectivement donc à vie. Un outil que l'on a déployé uniquement effectivement donc, au niveau RH, c'est l'outil Akonzo. En fait, c'est un outil qui nous a été déployé par le groupe via un scanner à grande vitesse. Ça nous a permis en fait de ne plus avoir de contrat de travail effectivement papier. C'est-à-dire que tous les avenants et les contrats ne sont maintenant plus édités qu'en un seul exemplaire, qui est signé donc, par le salarié plus effectivement donc, les lignes hiérarchiques. Une fois qu'il est signé, en fait, on le scanne et il est directement intégré dans le dossier électronique en fait, du collaborateur et l'exemplaire papier est remis au salarié. On ne garde plus effectivement d'exemplaires papier dans nos dossiers. Et on a fait, j'allais dire, ça fait maintenant 2 ans, qu'on a scanné en fait tous les documents qui étaient contenus dans les dossiers du personnel que l'on avait encore en stock effectivement dans les usines. Ce qui petit à petit effectivement fait qu'on les détruit et au fur et à mesure en fait on les recrée pas et donc tout est j'allais dire numérisé effectivement donc dans cet outil effectivement Akonzo. Donc tout ça nous fait gagner beaucoup de temps notamment au niveau RH parce que moi par exemple étant multisite puisque Sika France au niveau des usines j'ai 5 usines à travers la France, voyageant effectivement beaucoup. Ça me permet notamment d'accéder en fait au dossier des collaborateurs et bien donc de n'importe quel endroit et à partir de là donc de réaliser les contrats, les avenants pour les collaborateurs effectivement en n'ayant pas besoin d'être basé effectivement sur site. Voilà. Et puis dernier élément que l'on a mis en place,
qui rejoint effectivement ce que votre intervenant vous a présenté. Nous, on utilise un système d'onboarding effectivement qui s'appelle Workello, sur lequel effectivement eh bien, on envoie dès que l'on recrute un nouveau collaborateur, on lui envoie un lien. On a créé des parcours effectivement que ce soit pour les usines ou bien effectivement pour la partie commerce. Et le collaborateur renseigne effectivement dans cet outil-là tous les documents administratifs dont on a besoin, à savoir carte de sécu, carte effectivement d'identité, RIB, etc., vient déposer tous les documents administratifs dont on a besoin pour réaliser effectivement sa paye. Jean-Paul, ce changement culturel, comment tu l'as accompagné au sein de tes équipes RH et de tes managers? Ça a été compliqué? Alors, ce qui effectivement au début, moi ça fait maintenant 11 ans que je suis chez Sika, j'ai participé à la mise en place en fait de la dématérialisation pour la partie notamment gestion effectivement des congés. Oui, au début en fait on a beaucoup accompagné parce que les gens avaient l'habitude du bon de congé entre guillemets papier. Absolument. Et c'est vrai qu'on a beaucoup été sur le terrain, on a expliqué effectivement aux gens comment ça fonctionnait, on avait mis en place une borne également à la cafétéria pour que les gens effectivement s'habituent à poser leur congé effectivement via cette borne. Et donc, en fait, on intervient beaucoup en backup si jamais, effectivement, il y a besoin. Donc, à partir de là, maintenant, les gens ont pris l'habitude, effectivement, de ça. Et tellement bien aussi l'habitude que c'est pareil au niveau de l'intéressement participation, on est désormais en bulletin d'option dématérialisé. Ce qui, effectivement, ça a été mis en place il y a maintenant 4 ans. Au début, les gens nous renvoyaient, effectivement, leurs papiers, leurs documents. Et puis, désormais, tout se passe, en fait, de manière dématérialisée et totalement externalisée. C'est même plus nous qui voyons les bulletins d'options. Ils se connectent, effectivement, sur le site du prestataire en la matière. Et ça fonctionne bien. Pareil, sur Digipost, effectivement, aussi, c'est monté en charge progressivement. Et puis, au début, on avait quelques réticents qui voulaient garder leur fiche de paye absolument, effectivement, chez eux stockée. Ils ont compris qu'ils pouvaient y accéder partout, effectivement, en France, l'imprimer à tout moment. Et donc, ils ont vu l'intérêt, effectivement, j'allais dire, de l'outil. L'onboarding, là, c'est intéressant parce que c'est un outil qui nous permet justement de réduire notre volumétrie en termes de documents administratifs. Et les jeunes générations que l'on embauche, effectivement, sont très sensibles, effectivement, à cette nouvelle culture, justement, des dématérialisations. Donc, ça se passe bien. Ça demande toujours un relais, effectivement, bien entendu, sur place, un accompagnement, effectivement, de terrain. Mais j'allais dire avec les managers aussi, effectivement, ils jouent le jeu. Donc, non, je trouve qu'effectivement, ça s'est bien passé. Et avec tes organisations syndicales, comment ça s'est passé quand tu l'as présenté je pense, en CSE ou en CE à l'époque? C'est pas mal d'années que tu… Oui, comment ils ont accepté ce changement Ce qui a été effectivement le principal changement, c'était la fiche de paye. La mise en place effectivement de Digipost. Au début, les gens étaient un peu réticents, voyaient plus ça effectivement comme un gadget. Et puis au final, quand on leur a clairement indiqué que c'était un outil qui leur était, j'allais dire, propre, qu'ils pouvaient effectivement utiliser, ils ont mis dessus tous leurs contrats de maison, etc. Plusieurs ont subi malheureusement, entre guillemets, des sinistres effectivement chez eux. Et quand ils ont vu qu'en fait, justement, grâce à ça, ça leur avait permis d'éviter de perdre les contrats de maison, les contrats d'assurance, et donc de galérer à retrouver tous ces docs, et au final, ça a fait une bonne publicité, en fait. D'un malheur de certains, ça a créé, entre guillemets, une opportunité pour les autres. Donc, et aujourd'hui, l'outil, j'allais dire, est totalement, effectivement, accepté. Tu l'as démultiplié par étapes, tu es allé par étapes, tu as commencé par la paye et puis ensuite tu es allé oui, c'est-à-dire que effectivement, ADP-GS6, alors ça doit faire maintenant 25 ans effectivement que Sika bosse avec ADP-GS6 effectivement via Zadig. Il y a eu différentes phases maintenant dans phase 5, mais l'outil effectivement était bien connu. Ce qui a été couplé, nous, effectivement, à l'outil, c'est toute la partie effectivement badgeage, puisque sur les usines, effectivement, il y a le badgeage, et notamment toute la partie gestion des temps. Toute la gestion des anomalies, effectivement, désormais, est gérée, effectivement, par les managers en direct. C'est-à-dire que nous, en fait, on récolte, effectivement, paye, j'allais dire, le temps qui a été validé, effectivement, par les différents managers. Ça a été aussi un accompagnement, j'allais dire, de terrain qui a pris un certain temps. Et puis, on intervient toujours en backup si jamais on voit qu'il y a des choses, effectivement, qui nous surprennent, entre guillemets, ou qu'il y ait des dérives, tout à fait. Deux questions, j'en parle une sur le chat. Le coffre-fort est-il proposé au contrat court?
Il est proposé effectivement, oui, c'est-à-dire que nous on a une particularité, c'est qu'en fait je ne fais quasiment aucun effectivement CDD, donc ce qui fait qu'au final, oui, il est proposé effectivement d'emblée au contrat court, mais j'allais dire, vu que j'ai très peu de CDD, effectivement, c'est quasiment pas arrivé, mais ça peut arriver. Il est même proposé, bien entendu, au contrat effectivement d'apprentissage qui eux effectivement sont sur une durée un peu plus longue. Oui, dans tous les cas, il est proposé. Et alors, pourrais-tu répéter le nom de l'outil concernant la dématérialisation des contrats de travail? Ah, c'est Aconso. J'ai peut-être été trop vite. A-C-O-N-S-O. Cet outil-là, en fait, nous, a été déployé effectivement par le groupe. Donc, en fait, c'est un logiciel où dedans, il y a plusieurs, j'allais dire, onglets, contrat de travail, vie du salarié, tout ce qui est des documents maladie, etc., puisqu'on peut mettre dedans tous les arrêts, effectivement, maladie. Et en fait, cet outil, il est couplé à un scanner à grande vitesse. Alors, pourquoi je dis grande vitesse? Parce que c'est intéressant. On met tous les documents, effectivement, d'un coup. Et en fait, il faut estampiller effectivement chaque document avec un code barre. Une fois qu'on a fait ce travail-là, le scanner lit en fait le code barre et le classe automatiquement dans le bon onglet. Donc ça a été un gros travail de préparation. Ça nous a demandé plusieurs mois. C'était un gros travail de préparation effectivement au départ, puisqu'en fait, on faisait des bannettes de dire, ben voilà, voilà, contrat de travail, arrêt maladie, machin, etc. Mais une fois effectivement qu'on a collé les codes barres et qu'on a envoyé dans le scanner à grande vitesse, et bien pour le salarié, ça affichait tous les documents scannés exactement dans l'onglet qu'on voulait. Donc ça, c'est super. C'est un outil, effectivement, qui, nous, au niveau RH, est génial parce que ça nous permet de gagner énormément de temps à se dire, bon, alors c'est l'avenant numéro combien, il faut que j'aille rechercher dans le dossier, machin, compagnie. Et donc, question qui en découle en quelque sorte. Tu parlais tout à l'heure aussi de la dématérialisation au niveau des entretiens, entretiens annuels, entretiens professionnels. Est-ce que tu peux en dire un peu plus? Parce que souvent, ça génère aussi beaucoup de papiers. Ce sont des papiers qui parfois sont signés dans certaines entreprises. Voilà. Donc, est-ce que tu peux nous expliquer un peu le process de dématérialisation qu'il y a derrière? Alors, en fait, effectivement, donc là, c'est un module qui existe donc sur Zadig, enfin, effectivement, via ADP-GSI, où en l'occurrence, donc, en fait, on a travaillé avec ADP-GSI pour créer, en fait, un formulaire d'entretien, effectivement, professionnel. Donc, ils ont effectivement un formulaire standard sur lequel donc, on est venu effectivement s'implémenter en créant nos zones à nous, effectivement, et on l'a retravaillé donc, avec eux. Et en fait, on a un système effectivement donc, de workflow au niveau des signatures, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de signatures effectivement en papier, mais toutes les signatures sont dématérialisées. Et en fait, c'est une cascade de validation. C'est-à-dire qu'on a un process effectivement donc, que l'on fait avec une date donnée. Et pour réaliser effectivement les entretiens, on ouvre la campagne. Par exemple, nous, la campagne a dû s'ouvrir effectivement début mars. Et elle va être clôturée, effectivement, grosso modo, jusqu'à fin octobre. Durant ce laps de temps, les entretiens sont réalisés. Et dès que le salarié, effectivement, et le manager, effectivement, se sont vus, le collaborateur donc, valide, effectivement, donc, l'entretien donc, dans Zadig. Ça passe chez le manager de N+1. Et ensuite, ça passe, effectivement, N+2. Et à partir de là, nous, au niveau RH, ça nous permet d'avoir un suivi, effectivement, en temps réel de la réalisation de la campagne, effectivement, d'entretien. Donc ça, c'est vraiment intéressant parce que c'est vrai que ça génère énormément effectivement de documents et de papiers et au moins c'est directement stocké dans le dossier informatique effectivement donc, du collaborateur. Ok. Merci beaucoup. Merci beaucoup. J'ai répondu à toutes les questions, oui. Jean-Paul. Oui, toutes les questions du chat ont été répondues. Oui, je vois pas d'autres choses. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour ce témoignage. Peut-être Stéphanie, peut-être avant de passer la parole à Delphine, quelques mots sur le partenariat que l'on a avec l'APEC. Oui, tout à fait. Donc, nous, au niveau de Franchimie Normandie, depuis pas mal de temps, nous organisons des ateliers RH pour nos adhérents, pour une introduction, une comprise on va dire, de compréhension, de développer sa marque employeur. Donc, voilà, c'est juste un message. Si vous souhaitez rentrer dans cette logique, dans cet aménagement, dans ce changement culturel, il est intéressant en amont de vous inscrire aux ateliers RH avec l'APEC pour avoir cette culture, ce vernis des possibles en termes de marque employeur, en termes de comment rechercher des nouveaux profils via les réseaux sociaux. Et puis aussi comprendre l'importance, et je pense que Axel tout à l'heure, avec la solution Axel, Karine nous l'a présenté, l'importance de la fidélisation de nos salariés.
Et donc, avoir ces échanges avec la PEC renforce l'intérêt de mettre en place des solutions de connectique, voilà, de informatique, SIRH. Voilà, donc je vous conseille vraiment de participer à ces ateliers. Nous en organisons par thématique 3-4 par an. Et généralement, nous avons une dizaine d'adhérents qui s'inscrivent. Donc, voilà, et qui mettent après, par la suite, des actions au sein de leur entreprise. Je vais laisser la parole avec Delphine Martos-Fayol, donc DRH du groupe Lubrizol, qui va s'exprimer sur des actions qu'elle a mises en place au sein de Lubrizol dans cette mouvance de SIRH, de facilitateur au niveau de la formation, mais également au niveau du recrutement. Enfin, voilà, je te laisse la parole, Delphine. Oui, merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc Delphine Martos, directrice des ressources humaines pour Lubrizol France. Je rappelle que Lubrizol produit des additifs pour lubrifiants, donc pour à la fois les huiles moteurs, les huiles industrielles, mais aussi des ingrédients pour des produits de beauté ou des produits pharmaceutiques, du plastique, de la peinture, voilà, des domaines peut-être qui sont un peu moins connus, mais qui existent aussi en termes de production. C'est 700 collaborateurs en France, Lubrizol, mais plus de 8000 dans le monde. Et on est donc dans de nombreux pays. Voilà pour vous donner un petit peu le périmètre de Lubrizol. Alors, en termes de digitalisation et de système, alors on a un système global. On utilise pour la gestion administrative des données du personnel SAP. Bon, je pense que là, tout le monde connaît l'outil. On vient de changer notre système de paye, puisqu'on faisait la paye dans SAP et maintenant, depuis le 1er janvier, on utilise ProTime pour la gestion des temps et des activités. On a SD-Works avec le produit Alicia pour la gestion de la paye et on utilise également, et c'est nouveau pour nous cette année, un coffre-fort numérique à destination également de nos collaborateurs qui s'appelle My People Doc et qui a exactement les mêmes fonctionnalités que ce qui a été présenté précédemment. Ce qui peut être souligné dans notre digitalisation, c'est qu'on s'appelle Success Factor, où tout est interconnecté et c'est vraiment une base de données très utile avec un tableau de bord qui a une visibilité différente en fonction de la personne qui va se connecter. Donc, il y a une visibilité salarié, une visibilité manager et une visibilité RH avec des données qui peuvent être différentes et un accès aux informations également différent. Ce qui est intéressant, c'est que on va avoir dans tout ça une partie liée à la formation et notamment au e-learning. Donc, quand on va créer nos supports de e-learning, le salarié va recevoir cette information dans son tableau de bord qui va lui dire, voilà, vous devez vous connecter. Il va cliquer et pouvoir suivre son e-learning à travers cette application. L'encadrant va recevoir, lui, une notification si jamais la formation n'est pas faite en temps et en heure. Et donc, ça va pouvoir avoir un système de rappel qui peut être itératif et remonter à un niveau encore N+2 si jamais, malgré le relance, le collaborateur ne fait pas la formation e-learning telle qu'attendue dans le système. On va avoir une partie recrutement dans laquelle on va pouvoir faire des demandes de recrutement avec tout un système de validation en fonction de la politique de l'entreprise, qui va ensuite générer le job posting et soit, je dirais, la publication du job en interne ou en externe avec les job boards auxquels on va être associé en fonction des pays. On a une partie gestion de carrière qui est vraiment intéressante, où là, le salarié va mettre à jour régulièrement son profil. Donc, il va noter ses diplômes, ses souhaits d'évolution, des informations, peut-être la participation à des associations. Enfin voilà, il va donner tout un tas d'informations le concernant. Et à son profil, d'autres informations vont se rajouter en visibilité manager et visibilité RH. Par exemple, le niveau de rémunération. Il va y avoir la possibilité pour le manager d'indiquer si c'est un collaborateur avec un potentiel d'évolution, donc ce qui nous permet d'identifier des collaborateurs qui
peuvent prétendre à des responsabilités plus importantes. On va avoir la possibilité d'utiliser également les informations pour indiquer des plans de succession. Donc, on va, dans le même système, soit nommer la personne sur un poste, soit nommer des personnes sur une fonction. Donc, il y a à la fois on indique des successeurs sur le poste et on nomme le salarié sur des fonctions. Donc, c'est à la fois une gestion de carrière possible et des plans de succession. Ce qui est intéressant, c'est qu'en RH, on va pouvoir faire des rapports qui vont nous faire ressortir les salariés pour lesquels on a identifié du potentiel. À cela va venir se rajouter aussi la partie performance. Donc, on a les entretiens individuels. Avec nous, on utilise notamment pour les cadres des systèmes de notation et donc des niveaux de performance associés. Et tout ça vient créer une matrice intéressante où on peut avoir à la fois le potentiel d'évolution de la personne et sa performance dans le temps. Donc, c'est vraiment des outils très itératifs. On utilise cet outil-là également pour toute la campagne de rémunération. Donc, le manager va recevoir au moment où on va lancer la campagne tout un tas d'informations et son tableau de bord pour pouvoir faire des propositions d'augmentation dans un budget qu'on aura déterminé. Et tout ça, c'est géré dans le même outil. Et en fait, ça permet de mettre à disposition l'information au bon moment et aux personnes en fonction des rôles qu'ils ont à jouer dans l'entreprise. Ce que je peux vous rajouter par rapport à ça, c'est que jusqu'à présent, on n'avait pas encore digitalisé l'entretien professionnel, mais on est en train de travailler dessus parce que c'était, je pense, comme pour beaucoup, beaucoup de documents papier à gérer pour les équipes RH. Donc, on est en train de préparer l'intégration de l'entretien professionnel dans SuccessFactors de manière aussi à pouvoir gérer de manière plus simplifiée et y avoir une plus grande visibilité en temps réel sur le taux de réalisation des retards potentiels, le cas échéant. Voilà à peu près ce que je voulais partager avec vous. Je regarde juste si j'ai rien oublié par rapport à ce que je voulais vous dire. Mais non, je pense que j'ai balayé en tout cas la globalité de la partie digitalisée, mais ça reste un outil en tout cas très riche en fonctionnalités et en données en fonction des sujets sur lesquels on veut travailler. Alors Delphine, on a une question d'Anissa qui nous demande en fait, l'administration du système, donc le back-office, est-elle intuitive, simple côté RH? Oui, elle est simple. Elle est simple côté RH et elle est simple côté utilisateur. Et ça, c'est important. C'est une des clés de la réussite, c'est-à-dire que les managers, comme les RH, il faut que rapidement, ils puissent utiliser le système, qu'ils trouvent un sens et une utilité à cet outil. Complètement. Mais par contre, il y a quand même un point, il y a quand même un point d'amélioration que j'ai noté dans le système. Et là, il faut y être vigilant et en tout cas faire attention à la mise à jour. Quand on travaille sur les plans de succession, l'outil, malheureusement, il est relié à la personne. C'est-à-dire que si je viens nommer quelqu'un sur une fonction, il va l'attacher à la personne dans la fonction et donc quand ma personne va bouger, ça va bouger avec et ça va perdre en cohérence. Ça, c'est vraiment un axe sur lequel on leur demande de travailler parce que la succession, on l'a fait sur un poste. On identifie la personne sur un poste. Et donc, si vous mettez pas à jour régulièrement vos plans de succession, ça peut perdre en cohérence suite aux mobilités que vous pouvez avoir dans l'entreprise. Donc ça, c'est un peu un axe de progrès, je dirais, sur l'outil SuccessFactors. En tout cas, chez nous, il n'est pas paramétré de manière à suivre la fonction et ça, c'est un point de vigilance. Il y a aussi l'accès à l'organigramme. Donc ça, c'est aussi intéressant. C'est que quand vous allez sur le profil d'un salarié, vous avez sa position dans l'organigramme. Vous avez la personne, le groupe et ses collaborateurs aussi qui lui sont attachés. Donc, ça a aussi cette fonction d'organigramme de l'entreprise. Il y a une autre question. Quel est le taux d'adoption, l'accompagnement du changement pour les gens de terrain, loin des outils informatiques, sur ces outils, surtout sur les sujets formation?
Alors, c'est vrai que nous, on a quand même dédié des salles et des PC pour le personnel sur le terrain. Donc, ça nécessite quand même de s'organiser et de pouvoir leur permettre d'avoir un accès facile à un PC. Mais c'est vrai que c'est plus compliqué sur les opérationnels. Maintenant, petit à petit, je pense que ils s'y mettent, on leur laisse du temps, notamment pour faire les entretiens individuels. Donc, il y a des choses qui commencent à se mettre en place pour faire le e-learning également. Et puis, comme je dirais que le bulletin numérique est aussi nouveau chez nous, alors, pour tout vous dire, quand on a lancé, là, on n'avait que 30% de nos salariés qui avaient demandé la digitalisation du bulletin. Maintenant, comme tout démarrage parfois de projet, il y a des petits couacs de temps en temps et notamment l'envoi du bulletin de salaire papier a pris du temps pour certains et la réception a été tardive et ça a tendance du coup à un peu booster l'adoption du bulletin numérique, même si ce n'était pas la volonté à l'origine, mais on a de plus en plus de salariés qui en font la demande parce que c'est vrai qu'en version numérique, il est accessible tout de suite. Donc, il n'y a pas les délais postaux, il n'y a pas d'autres contraintes et petit à petit, les choses se mettent en place. Mais ça nécessite d'expliquer, d'être disponible, je dirais de les accompagner aussi sur le mode opératoire. Donc, il y a beaucoup de conduite du changement associée à ça. Peut-être deux dernières questions, puisque le temps avance. Question de Laurence. Avez-vous développé un catalogue de formation en e-learning? Si oui, sur quelle thématique de formation? Alors, oui, on a un catalogue de e-learning. On va voir sur des formations liées à l'éthique, par exemple, à la diversité. On commence à avoir aussi à la sécurité, notamment, vous savez, dans la période de télétravail et de confinement poussé malheureusement que l'on connaît tous. On a eu des salariés qui étaient restés longtemps en dehors des sites et qui, après des confinements, devaient revenir. Il y avait besoin d'accompagnement et de clarifier les règles, les gestes barrières, les mesures de sécurité. Et ça, en fait, on l'a géré en e-learning. Donc, on a créé cette formation de retour sur site avec ce côté très sécurité où on rappelait les règles et puis on avait exigé que la formation e-learning soit faite pour pouvoir être autorisé à revenir sur site. Donc ça permet aussi de faire ce genre d'action, de programmer, voilà, je dirais une formation, un peu en urgence, en e-learning pour pouvoir, en faire un point obligatoire, par exemple de retour sur un site industriel, si besoin de rappeler, ou d'intégrer, des règles sécurité. Alors, ma dernière question, elle était justement en lien avec cela. Comment vous avez pu, à travers ces outils aussi, gérer tout le parcours de formation en entrée de poste suite à un recrutement? Justement, on a vu tout le process d'accueil qu'il y avait notamment automatisé par Axel. Mais est-ce que vous avez pu, vous aussi, à la fois garder en mémoire tout le parcours des nouveaux collaborateurs et puis automatiser aussi le processus qui, dans certaines entreprises avec des recrutements assez nombreux, peut être assez fastidieux à réaliser. Parfois, les parcours de formation, notamment techniques, sont des fois dans la tête de certains, mais quand ils partent, on perd un peu cette historique. Enfin, je sais que ce sont des problématiques que rencontrent certaines entreprises. Donc, voilà, est-ce que vous les avez digitalisés, ces process d'intégration, de formation à l'entrée au poste ou pas du tout aujourd'hui? Alors, elles ne le sont pas toutes. On a encore beaucoup de formations en présentiel sur de nombreux sujets. On a l'historique, mais pour le coup, il est saisi par l'équipe RH. Donc, on va retrouver pour les RH et pour les salariés, les encadrants, ils vont retrouver l'historique des formations, mais là, ça va être
équipes. Donc, on a un axe de progrès sur cette digitalisation parce que malgré tout, la majorité de nos formations ne sont pas en e-learning. Donc, toutes ces formations-là, il faut quand même les encoder dans le système. Et puis, il y a sur la partie onboarding des groupes de travail qui se sont constitués, mais là, c'est pas que France, hein, c'est vraiment au niveau du groupe, pour progresser aussi sur cet aspect de onboarding et sur éventuellement la mise en place de systèmes digitalisés tels qu'on a pu en avoir la présentation en début de réunion. Alors, deux toutes dernières questions. Avec quel prestataire travaillez-vous pour développer le e-learning? Alors, le e-learning, c'est encore SuccessFactors. D'accord. On était sur SAP avant et là, c'est SuccessFactors. Et toute dernière, comment les salariés de production, par exemple, non dotés d'un PC pro, pouvaient suivre une formation e-learning avant retour sur site? Alors, pour le coup, je dirais que ces salariés-là n'étaient pas concernés parce que s'ils étaient purement opérationnels, ils ne pouvaient pas faire de télétravail. Enfin, nous, on n'a pas été arrêtés au niveau de nos usines, donc on a toujours continué l'activité. Donc, les très opérationnels sont restés sur site et ont eu des communications et de l'accompagnement sur les gestes barrières au quotidien avec l'encadrement. C'était plutôt pour nos télétravailleurs ou ceux qui étaient en activité partielle parce que problème de garde d'enfants ou autres difficultés. C'était vraiment pour ceux qui s'étaient déconnectés un temps donné de la présence sur site qu'on a rendu ces formations e-learning obligatoires. Merci Delphine. Je vois qu'il est 13h, donc je crois que... C'est la parole à Sacha pour clôturer. En accord avec Sacha, on va sans doute merci beaucoup. On va clôturer. Merci beaucoup Ludovic, Stéphanie, de m'avoir convié justement à ce webinaire. C'était vraiment très, très intéressant. Les 3 interventions étaient vraiment de qualité. J'ai appris beaucoup de choses. Donc, parce que pour ma culture personnelle et générale, c'était vraiment, vraiment profitable. Donc, simplement pour vous rappeler que le webinaire a été enregistré et que du coup, le replay sera disponible dans le mail de remerciements et de distribution des supports qui ont été présentés. Et enfin, voilà, un dernier rappel pour ceux qui nous ont rejoints en cours de route, la plateforme numérique donc, qui centralise l'ensemble des documents de Franchimie sur la transition numérique et sur l'ensemble des business units de votre société sera disponible d'ici un mois. Donc on communiquera dessus 2 à 3 semaines avant le lancement, ça ne devrait pas tarder. Et on fera des événements de sensibilisation à cette initiative et de mise en valeur de tous ces projets, de tous ces contenus. Donc, en tout cas, merci beaucoup à tous les intervenants et merci beaucoup Ludovic et Stéphanie. Et je vous souhaite un bon appétit. Merci Sacha pour cette co-organisation. C'était une première et c'était très intéressant. Merci à tous les intervenants aussi pour leur témoignage précieux. Et puis merci à tous. Et puis pour les industriels normands, nous restons à votre disposition avec Stéphanie pour poursuivre ces discussions sur ces sujets numériques et RH. Tout à fait. Bonne journée. Bonne journée à tous. Merci beaucoup. Et toutes. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.